une idée qui est venue dans les débats de la création du plan alimentaire citoyen. C'est des citoyens et des associations qui nous ont proposé, vous voyez l'image là, il y a des grilles. Et dans nos villes urbaines, il y a des grilles partout, il y a des potelets, c'est l'échec de la civilisation. Et donc, il y a des propositions de remplacer toutes ces grilles par des haies nourricières. Et quand les gens ont peur, ils ont peur parce que s'ils mettent des grilles, c'est que les gens ne passent pas à travers. Mais si les haies nourricières sont faites de fruits rouges, par exemple, avec des petits pics, j'ai fait l'expérience, je ne dirai pas même parce que je peux pas, c'est encore en cours. Les soi-disant, entre guillemets, voyous, etc., enfin, les gens dont on a peur qui traversent ces grilles, figurez-vous qu'ils ont plus peur des haies nourricières que des grillés. Et on peut les aider à transformer leur peur, ces fameux voyous avec des guillemets, en participation au travail et à la collecte et au développement des aires nourricières. Imaginez toutes les structures qui ont des grilles, les parcs, les jardins, les stades, les écoles, les usines et je ne sais quoi, ça fait des kilomètres et des kilomètres d'aires nourricières. Voilà une proposition directe qui vient. Je profite d'avoir le micro pour faire un peu de pub. Je vous ai dit que chez Citoyen, on a parlé tout à l'heure de sécurité sociale de l'alimentation. Donc sur le site YouTube des journalistes pour la nature et l'écologie, JNE, vous tapez JNE sur... Vous avez tous les débats du dernier colloque pour la SSA qui a eu lieu à la Bourse du Travail, salle Ambroise Croizat et salle Louise Michel, et tous les questionnements sur l'ensemble des qu'on peut poser sur la SSA. Voilà, j'avais d'autres trucs à dire, mais je passe la parole. Bonjour, je représente France Nature Environnement au Césaire et actuellement à la Commission Agriculture, on fait une saisine sur l'agriculture urbaine. Donc je suis à l'écoute de tous vos témoignages, retours d'expérience, puisque nous devons faire des préconisations à la région pour justement encourager l'agriculture urbaine. Donc je suis là plus comme observatrice que pour faire un témoignage. Merci. Je fais partie de la team de ceux qui ont préparé. Donc j'ai été bénévole dans une association qui a été mentionnée tout à l'heure, donc l'École Verte, qui fait partie de toute la bulle d'associations d'agriculture urbaine. Et mon retour d'expérience, donc je suis rentrée dedans parce que j'étais étudiante et c'était mon stage de fin d'études. Donc d'abord, petit point pour remercier toutes ces structures qui donnent une chance, des stages ou même plus des emplois à toutes les personnes qui se lancent dans l'agriculture urbaine. C'est pas que un idéal, c'est vraiment une manière de penser qui met des gens dans l'action et qui propose des formations à l'avenir et qui propose même des emplois ou des vocations à des personnes qui s'impliquent dedans. Et au-delà de ça, donc, la ferme sur laquelle j'ai le plus participé, ça s'appelle les Vergers d'Hector, donc c'est en QPV à Bobigny. Et les retours que je peux avoir, au-delà du fait que les personnes donc, ont pu avoir accès à de la nature en ville, donc dans un quartier qui est particulièrement dense, très bétonné, très urbanisé, c'est également le fait qu'ils puissent se réunir entre eux, puisque c'était un endroit où on avait à la fois des habitants dans des grands HLM, où il y avait un EHPAD avec des personnes avec des problématiques de santé très diverses. On avait aussi un foyer de travailleurs et une crèche et des écoles. Donc on a fait l'association, comme beaucoup d'autres associations le fait, le lien de mettre toutes ces personnes ensemble et d'organiser des choses pour qu'elles se rencontrent dans un premier temps, puisqu'ils sont voisins mais parfois ils ne se connaissent même pas. Donc c'est quelque chose où j'ai pris beaucoup de plaisir à voir que les gens discutaient ensemble de problématiques que parfois ils ont en commun, qui peuvent après mettre en place des demandes auprès de la ville. Donc on a organisé une fête des voisins où il y a un moment le maire est passé. Donc je pense qu'il y a des habitants qui ne savaient pas qui était leur maire. Donc ça leur a fait plaisir de voir qu'il y avait une figure qui s'intéressait à leur vie de quartier. Il y a aussi les services de la mairie qui ont été mentionnés, qui se sont impliqués. Nous on a travaillé main à main avec eux, ils étaient très volontaires. Donc la mairie elle peut s'impliquer de manière très concrète. Je suis étudiante en sciences politiques, donc je sais quelles sont les prérogatives d'une mairie. Et je sais que c'est important qu'on se mette dedans. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'exemples qui fonctionnent et des apports de l'agriculture urbaine qui sont très importants. Je travaille sur un projet européen d'adaptation des bâtiments au changement climatique et l'agriculture urbaine est souvent mentionnée comme une solution. Donc ça a des volets qui sont très larges, qui sont très méconnus, mais je pense que les mairies, au-delà de l'offrir aux habitants, doivent en faire la promotion puisque c'est bénéfique à tous. Je
suis bénévole dans une association qui s'appelle Veni Verdi, qui investit des toits de collèges, lycées, etc. à Paris notamment, enfin ceux-là où je vais moi, c'est dans le 20e à Paris. Et donc on travaille pour les bénévoles 2 matinées par semaine où on va jardiner, apprendre, etc. Donc tout ce que vous avez dit sur l'importance de l'agriculture urbaine, sur le vivre ensemble, sur une forme d'acculturation à ce que c'est que maraîcher, etc. Je trouve ça très important. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai été assez triste quand vous, dont j'ai oublié le nom, avez dit c'est impossible que toutes les cantines soient approvisionnées par des maraîchages d'Île-de-France. Là, ça, j'ai trouvé que c'était d'abord un constat d'échec, c'est pas très agréable à entendre. Et l'autre chose, c'est que ça pourrait être un projet de faire en sorte que toutes les cantines soient approvisionnées par une ceinture maraîchère qui serait en retour en Île-de-France. L'agriculture urbaine, c'est formidable, je pense, surtout en termes de sensibilisation et puis en termes d'implication et de vivre ensemble. Mais effectivement, en termes de production, c'est assez limité, on est d'accord. Est-ce que ce ne serait pas un vrai projet politique de faire en sorte que la ceinture autour des villes soit débétonisée pour se transformer en ceinture maraîchère? C'est une proposition. Je suis élu dans la majorité à Fontenay-sous-Bois jusqu'au 15 mars. Je ne serai pas élu après parce que je ne me présente pas. Mais j'avais envie, alors je ne suis pas la responsable du programme alimentaire de territoire, mais on a un PAT. Je pense que ça parle à tout le monde, le PAT. On est en cuisine centrale depuis toujours. Donc on a une cuisine centrale qui alimente tout ce qui est restauration collective, crèche municipale et un certain nombre d'établissements sociaux sur la commune. Alors nous on est très bio, effectivement les circuits courts, donc c'est vrai que je reprends ce que disait l'un des intervenants tout à l'heure, on est obligé au niveau de la commission d'appel d'offres de faire très attention pour arriver à avoir du circuit court parce que on n'a pas le droit dans une CAO de spécifier qu'on veut une région particulière, donc il faut mettre des spécifications un peu compliquées pour arriver à avoir effectivement du circuit court et de ne pas tomber ailleurs dans les appels d'offres. Donc ça c'est une chose. Nous la cantine, elle est de 0 à 6 euros selon le quotient familial en fait. Donc pour les personnes qui ont des difficultés sociales, elle est à 0 euros. Tous les enfants peuvent manger à midi. Et aussi, s'ils viennent le matin tôt, petit déjeuner gratuit, s'ils viennent le matin. Bon, ça c'est un support alimentaire qui est fait. Après, sur les terrains, on n'a pas vraiment d'agriculture urbaine. Il y a certains bailleurs sociaux qui ont des jardins partagés. Il y a des associations qui ont des terrains, mais on a vraiment des problèmes de pollution. C'est-à-dire qu'on a une association qui s'appelle les Vergers de l'Îlot, qui ne peut plus cultiver que dans des caisses et qui n'a pas le droit de cultiver ailleurs que dans des caisses à partir du moment où ils mettent leur production à disposition d'un certain public. Personnellement, moi j'ai un jardin, j'ai jamais regardé s'il y avait de la pollution et je fais des tomates, mais à partir du moment où on fait quelque chose de public, tout à l'heure quelqu'un parlait des haies nourricières, nous on a une possibilité à Fontenay par exemple en association d'avoir des terrains, il y a des terrains qui ne sont pas très utilisés où rien n'empêche à une association de demander à la mairie d'avoir la compétence et l'entretien de ces terrains qui sont pas, au lieu que ce soit les espaces verts qui les entretiennent, que ce soit une association. Le problème, c'est que si on fait des choses qui sont nourricières, il faudrait avant regarder s'il n'y a pas de pollution, et apparemment on a quand même beaucoup de pollution sur beaucoup de terrains. Plusieurs réactions à ce qui a été dit. Donc effectivement les questions sanitaires, de pollution, et puis d'espèces invasives, d'évolution effectivement du milieu lié aux évolutions de la planète, c'est une question centrale, majeure. Et pour les services des parcs et jardins, nature en ville, dans les collectivités, c'est un sujet nouveau, avec des compétences à développer, qui existent déjà. Il y a déjà beaucoup de choses qui se font dans chacune des collectivités, mais je pense que pour les années à venir, c'est un beau sujet effectivement de recherche, d'action dans chaque collectivité. Sur la couronne maraîchère, si on pouvait, je ne voulais pas créer du pessimisme, ce serait super effectivement
qui est une couronne maraîchère plus active en région parisienne. Je m'étais, du point de vue de la collectivité, voilà, on est... Si déjà avec nos approvisionnements, nos achats publics pour la restauration, on est responsable, on travaille avec les agriculteurs, on travaille de façon responsable en les accompagnant, on aura fait déjà une grande partie du chemin. Pour ce qui nous concerne, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas effectivement travailler au renforcement de la ceinture maraîchère, mais juste sur ce point, attention aux idées parfois un peu trop simplistes. Par exemple, on a à Arcueil un partenariat avec une ville du grand bassin parisien. On a des jumelages avec des villes étrangères, mais on a aussi un jumelage avec une ville rurale, enfin en tout cas une petite commune rurale dans le grand bassin parisien, Coëtron-Perche. Et première idée, super, on va créer une exploitation agricole commune. Mais le Coëtron-Perche, c'est un terroir d'élevage de chevaux et de culture céréalière. Donc c'est pas là qu'on va créer une exploitation maraîchère. Et puis on a discuté avec beaucoup d'agriculteurs, c'est pas simple, c'est un métier très, très difficile. Il y a des années, il peut y avoir pour des problématiques d'espèces invasives ou de maladies des cultures qui tombent. On ne peut pas, et quand on approvisionne 1800 repas dans les cantines tous les jours, il faut que ce soit tous les jours. Enfin, on peut pas, donc il faut qu'on ait des partenariats, plusieurs. On s'est dit, alors on n'est pas encore en responsabilité de nos achats parce que la cuisine sera partie en 2028, on s'est dit qu'il fallait que ça tourne dans un rayon de 200 km autour de Arcueil, ce qui permet d'accéder aussi au port de Dieppe et donc à la pêche. Mais voilà, donc il y a les deux aspects. Le collègue Ducos a évoqué des barrières là. Un point sur lequel effectivement on a travaillé sur son mandat et qui est simple à faire. On a des barrières vigipirates devant les écoles, devant les crèches. Des potelets, des barrières, des camions. Maintenant, on sait que c'est durable, hein. On ne va pas les enlever. Ça va rester effectivement durablement interdit au stationnement des voitures, hein, les abords des écoles. Donc on les a enlevés, on a décrouté et on a planté ou des noues, ou des haies, ou créé des noues selon effectivement la structure du sous-sol. C'est facile à faire et ça permet effectivement d'avoir plus de nature. Et puis la dame de la FNE est intervenue, juste pour dire que la FNE a développé un outil super qui s'appelle la cartovégétation, qu'on a expérimenté sur Arcueil, qui permet très précisément de savoir l'occupation végétale des territoires, même sur des comme Arcueil, donc y compris, c'est beaucoup plus fin que le MOS qu'on avait avant, donc ça permet à partir de photos aériennes très précises, y compris dans les pavillons, y compris dans les espaces de voir qu'est-ce qui est arboré, qu'est-ce qui est en arbustif, qu'est-ce qui est en herbacé. Et ça permet de travailler du coup au tram, la place de la biodiversité en ville et les jardins ayant leur place. Donc c'est un super outil aussi à mettre en place dans les collectivités, je trouve. Merci un petit complément. D'abord, merci de m'avoir fait rappeler que le PAT, c'est un projet pour la prochaine nature, ainsi que la gratuité pour une première tranche du quotient familial. Alors, on s'est fixé en fait au moins en dessous du seuil de pauvreté en fait, la gratuité en dessous du seuil de pauvreté. Après, pour compléter, effectivement, le poisson, ça va entre 10 et 15%, donc déjà la mer n'est pas accessible en Ile-de-France, donc c'est un pourcentage qui n'est pas négligeable. Et puis il y a des produits comme les clémentines, bon voilà, peut-être qu'ils pousseront avec le réchauffement climatique d'ici quelques années, quelques décennies, mais pour l'instant c'est pas le cas. Alors on pourrait ne pas acheter d'agrumes, hein, par exemple, ou pas proposer d'agrumes dans les cantines, mais bon après ça réduit la pomme, la poire, bon voilà. Et puis on vient de loin quand même, parce qu'avec le syndicat intercommunal, les pommes elles venaient de Nouvelle-Zélande, donc voilà, on avait réussi à débusquer ça dans les entrepôts quand on fait des portes ouvertes, quand j'étais parent d'élèves. Et c'est que j'ai appris d'ailleurs que la Nouvelle-Zélande, c'est le pays le plus diamétralement opposé à la France, qui est complètement aberrant, alors qu'on produit sur place. Et puis, bon, il y a plein de gens qui venaient de Pologne, voilà, tout ça, ça a progressé quand même, hein, il y a eu une prise de conscience, et puis, mais voilà, on vient de loin, puis je pense qu'on ne pourra pas de toute façon produire 100% localement, quoi, même quand Paris était autonome. Était autonome à 80% il y a un siècle, voilà, il restait toujours quelque chose à produire, à importer, même si c'est une importation française. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est habitué à manger des produits qui viennent d'un peu plus loin, quoi, donc on peut remettre en cause ça, mais bon, je pense que c'est un peu difficile. Je suis en service civique actuellement chez l'École Mairie de France, donc à la suite de Célia. Et tout d'abord, j'aimerais appuyer complètement son propos sur l'utilité de ce tissu associatif et de ces structures pour
l'expérience professionnelle aussi des jeunes, parce que c'est vraiment une expérience qui est ultra autonomisante. Merci. Donc ça c'est vraiment très, très bien. Et ensuite c'était ma première expérience en agriculture urbaine et j'ai un milieu plutôt rural, donc c'est pas du tout un domaine que je connaissais. Et un des aspects qui m'a le plus marqué pour l'instant, c'est vraiment l'aspect pédagogique des jardins partagés, notamment parce que c'est les structures sur lesquelles on travaille le plus. On a eu un public adulte au début, mais maintenant on a de plus en plus d'écoles qui viennent régulièrement sur les jardins. Et vraiment, j'ai l'impression que c'est idéaliste, mais que vraiment ça participe à transmettre l'information de manière beaucoup plus pertinente ou efficace en tout cas à un jeune public. Donc vraiment sur ça j'ai l'impression que s'il y a moyen de mettre en place des connexions comme ça, c'est super utile. Nous on avait une maternelle et une crèche qui étaient vraiment à 2 pas du jardin et on a quand même mis 2 ans avant que on organise maintenant des venues assez régulières. Donc ça prend un peu de temps, mais c'est vraiment très, très bien. Et il y a un gros questionnement que je me posais par rapport à la manière dont nous, en tout cas, on développe nos activités. Et j'ai l'impression que c'est quand même le cas pour plusieurs autres organisations. C'est sur justement la concertation citoyenne avant de mettre en place avant de changer l'utilité de certains sites en ville et les faire passer en jardin partagé ou d'autres types de structures. Nous, on a l'impression que, en tout cas moi j'ai l'impression que les concertations citoyennes, elles sont pas très efficaces, ou en tout cas elles prennent du temps, ou je me demandais en tout cas comment, s'il y avait un système standard de les faire, ou comment est-ce qu'elles étaient faites avant que les nouveaux sites soient investis. Parce que souvent, j'ai l'impression qu'il y a une dissonance entre les activités qui vont être organisées là-bas et la manière dont c'est perçu au début. Voilà. Moi, je travaille pour l'UNO, qui est une entreprise de paysage. Je suis salariée, donc une très grande boîte d'entretien d'espaces verts essentiellement, mais aussi conception, etc. J'ai un petit groupe à faire de l'agriculture urbaine à l'intérieur de cette structure. Et du coup, on travaille aussi bien avec des institutions que des bailleurs sociaux et des entreprises privées. Aussi bien dans le cadre d'appui, d'accompagnement de jardin pédagogique. Moi, je suis chargée de jardin pédagogique en soi, mais on fait aussi des chantiers, des inventaires écologiques. Et ça, c'est intéressant parce qu'on travaille autour de labels qui travaillent sur la biodiversité. Donc, avec sur des projets immobiliers privés, mais pour bénéficier de ces labels, ils ont besoin d'animation, en tout cas de mettre en valeur tous les aménagements qui ont été mis en faveur de la biodiversité et de les faire de faire en sorte que les habitants de ces espaces, en tout cas les résidents, ceux qui viennent travailler dans ces espaces, utilisent les aménités, tout ce qui a été installé comme végétal ou comme aménagement pour attirer la foule, etc. Et je trouve que ça peut être un chouette pont entre les collectivités et ceux qui travaillent dans l'agriculture urbaine, pour faire ce lien. En tout cas, moi je vois le lien qu'il y a à faire entre les espaces verts et même le changement de type d'entretien qu'on réalise, c'est-à-dire avec le fait que les gens ils attendent à avoir, ils ont ce concept du propre, l'espace végétalisé propre. Et qui est hyper intéressant quand on met en lien, quand on les met en lien avec les attentes qu'on a dans ces changements pratiques et techniques. Et bien, à partir du moment où il y a de la compréhension, il y a de l'appropriation du lieu, et voilà, le fait d'entrer de mettre de la pédagogie là-dedans, et ça crée aussi du lien. Par exemple, on fait pour tous les jardins partagés, on construit des chartes
des chartes vraiment sur mesure en fonction de la typologie des jardins, des personnes à qui sont adressées, en tout cas les jardins en question. Et ça en lien avec où les bailleurs, les propriétaires des sites, ou les mairies. Et je pense que ça rend les jardins pérennes, ça permet de se projeter dans l'avenir si elles sont réévaluées chaque année, on les modifie pour qu'elles collent le plus possible et qu'il y ait une application et aussi qu'il y ait une structure, c'est-à-dire que les gens votent pour savoir s'ils veulent partager leur culture, s'ils veulent partager les récoltes, comment on fait, vraiment tout dans le détail. Et pour moi, là, ça fait 5 ans que je fais ça et ça fonctionne. Par rapport à la sécurisation des sites, alors les chartes c'est très bien, mais le nerf de la guerre c'est quand même le financement. Et c'est aussi le conventionnement, savoir, parce que créer des jardins partagés sur 1 an, 3 ans, 5 ans, c'est chouette, mais au bout de 5 ans, qu'est-ce qui se passe? Changement de mandature, on change de politique, on arrête, on fait pousser autre chose à la place. Tant que les jardins partagés et tous les projets d'agriculture urbaine ne seront pas sacralisés, on n'avancera pas. Et puis tant qu'on ne mettra pas une vraie enveloppe sur ces questions-là, et ça c'est au-delà des municipalités, c'est de l'État, tant qu'on ne sera pas persuadé que c'est vraiment important, ça ne bougera pas. Et on pourra créer autant de jardins qu'on voudra, ils seront à même, ils disparaîtront au bon vouloir des politiques, des urgences, des autres urgences régulières, etc. C'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment un des trucs. Tu peux nous dire d'où tu viens Oui, pardon, ça fait 2 fois que je ne me présente pas. Je m'appelle Caroline Turquet, je travaille pour Vénuverdi, le SPIR. Et moi je gère une ferme urbaine qui est installée porte de la Chapelle sur un toit d'école. Et Vénuverdi installe, on a une douzaine de sites, essentiellement aussi sur des toits d'établissements scolaires. Il y a aussi le problème de l'accès aux fonciers. Donc nous on se met là où on peut se mettre. Et moi j'ai un jardin de 600 mètres carrés en pleine terre sur toit. Donc un site qui était prévu pour accueillir un projet d'agriculture urbaine. Et je reçois, quand tu veux que je présente, je fais mon lancement pied. Et du coup dans ce jardin, donc on travaille avec l'école au-dessus de laquelle on est installé, avec les élèves, on travaille avec d'autres écoles du territoire. Moi, mon objectif, c'est vraiment la fameuse ville du quart d'heure, à vélo à pied, mais donc de travailler avec des gens dans moi, je me vis plus, ça va me paraître ridicule, mais je me sens un peu comme une paysanne urbaine. C'est dans le sens originel du terme, c'est vraiment de travailler sur le pays, sur le territoire. Donc je travaille avec des associations qui sont des gens qui sont tout près. Pour les ressources, j'ai la caverne qui est de l'autre côté du boulevard où je vais récupérer du champ-poste. Il y a un circuit court qui s'est mis en place au niveau des ressources, au niveau des partenariats. Alors sur les bénévoles, je triche un peu parce qu'il y a des gens qui viennent d'un peu plus loin, parce que j'ai un peu de mal à faire venir des gens du quartier. Mais d'essayer d'être le plus ancré possible sur le petit bout du 18e où on est installé. Au niveau des personnes qui viennent, peut-être on parlait de lien social. Ça va être des anecdotes mais qui me semblent parlantes. On reçoit beaucoup de stagiaires, on commence de la 3e à très loin. On reçoit, moi je suis tutrice pour l'accueil de tigistes, donc des gens qui viennent faire des fins de peine, des bouts de peine, ils viennent jardiner avec nous. Travaux d'intérêt généraux. Travaux d'intérêt généraux. Et des élèves de Sciences Po. Donc, je me souviens d'un énorme fou rire un jour entre 2 personnes sur le jardin en train de désherber, et c'était Yacine, tigiste, et Enora, première année de Sciences Po, elle venait de Bretagne, lui venait de je ne sais plus quelle prison, et gros fou rire ensemble. Alors, dans la vraie vie, jamais il n'aurait pu se rencontrer. J'ai aussi mon chouchou, alors en ce moment c'est tout gay, c'est un sans-papier qui est en fait ingénieur en élevage et production animale dans son pays d'origine, qui galère, qui n'a pas de papier ici, donc qui vit dans une grande précarité et qui
me remercie constamment de lui permettre d'avoir des interactions sociales, des interactions intellectuelles au quotidien, parce qu'il vient très souvent. Et pour moi, c'est presque mon assistant. Enfin, il est très souvent là, tu le connais. Et c'est quelqu'un à qui je confie des vrais dossiers. Là, en ce moment, il travaille sur... il collecte toutes les informations autour des vertus des plantes qu'on fait pousser, toutes les plantes. Alors, les adventices et les plantes cultivées. Et l'idée, c'est d'avoir un herbier avec ces données-là pour pouvoir échanger autour de ça avec les bénévoles qui viennent, les visiteurs. On fait la même chose il y a un herbier du quartier, un herbier de l'école. On devrait faire une expo avec toutes ces données. Et puis moi, les bénévoles sont des gens qui m'aident aussi parce que notre réalité à Viniverdi, mais je pense qu'au sein de la FOP, ça touche beaucoup de structures. C'est quand même la baisse des subventions qui est catastrophique. Nous, on gère une douzaine de sites. On a réduit les équipes. Moi, normalement, on était 2 personnes sur mon site. Je suis toute seule et je ne peux pas tout faire. Donc, moi, en ce moment, je suis en train de former mes bénévoles. Mais à la cravache, ils sont là pour apprendre, ils ont l'air ravis. Hein. Donc je leur apprends à préparer le terreau pour faire les semis, je leur apprends à gérer l'irrigation avec le programmeur, je leur apprends tous les gestes du travail du sol, comme des grands, quoi. Et ils ont l'air plutôt contents. Donc je dis voilà, c'est de la transmission. La transmission, c'est dans les deux sens aussi. Pareil, dans l'histoire de lien social. Moi, j'apprends énormément de choses de Touguet, par exemple, qui est en Afrique. On n'est pas sur la même culture, on n'est pas sur la même technique, mais ça se nourrit. J'ai découvert aussi parmi mes bénévoles sans papier, j'avais un ingénieur agronome et alors ça, c'est les trucs qui me mettent vraiment en colère, quoi. Parce qu'effectivement, on sait qu'on va perdre des agriculteurs et on a une masse de personnes qui seraient vraiment à même de reprendre les fermes et qu'on maltraite d'une manière inhumaine. Donc voilà, pour moi, l'agriculture urbaine, c'est aussi ça. C'est prendre soin. Alors, on prend soin de la biodiversité, du lien social, mais aussi de l'humain. L'humanité, quoi. Pour moi, c'est vraiment important. Je sais pas si c'est... Voilà. Du coup, pour enchaîner, moi je travaille à l'association des cités jardins d'Île-de-France. Donc je remonte dans le temps, puisque les cités jardins, ça a été des ensembles de logements sociaux. Vous le savez, vous, c'est pas des jardins partagés, mais souvent on vous dit « Ah, mais oui, c'est des jardins partagés ». Pas que, c'est vraiment des logements sociaux qui alliaient les avantages de la ville et de la campagne avec cette idée qui est une autonomie justement alimentaire, agricole, dans l'utopie de base. Après, il y en a eu beaucoup qui ont été construites et d'autres qui sont aujourd'hui plus petites. Mais en Île-de-France, il y en a quand même 80 qui sont de tailles un peu différentes. Et nous, au sein de l'association, en ce moment, je vais faire 2 points, donc sur l'échelle régionale et sur une échelle plus locale. Au sein de l'association, on travaille justement sur les cités-jardins du 21e siècle et donc justement de se dire, ces ensembles de logements sociaux, il y avait un concept à la base, comment on va faire pour le remobiliser et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui parce que c'est aussi hyper nourrissant d'être là. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qu'on peut rééchanger et dedans, on essaye d'écrire une sorte de petit manifeste qui sera peut-être moins complet que le vôtre, mais voilà, où il y a notamment la question des espaces verts et notamment, vous en parliez toutes les deux, mais la question du changement d'usage. C'est aussi positif parce qu'à la base, c'était des jardins partagés dans les cités-jardins, après ça a été oublié. Même les jardins privés ont été complètement oubliés et maintenant on revient. Donc il y a eu aussi quand même, par exemple dans la cité jardin d'Austin où nous on a notre siège social, il y a eu une concertation habitante en disant est-ce qu'on en fait des parkings ou est-ce qu'on en fait des jardins partagés et les habitants en majorité ont dit non, on les garde en jardin partagé. Donc voilà, le fait de sanctuariser mais aussi de se dire que le changement d'usage il est présent et ça permet de parler de ce qui se passe donc, sur la cité jardin d'Austin, qui est une des plus importantes aussi. Donc il y a des espaces verts en grande quantité, des jardins partagés et des jardins individuels. Et on travaille aujourd'hui, donc les jardins partagés maintenant ils se gèrent, il y a une association, voilà, donc ça marche assez bien.
Et on travaille aujourd'hui aussi sur la question des jardins privés, parce que aussi sur ce changement d'usage, avant c'était des grands jardins privés qui devaient être des jardins potagers, et aujourd'hui, donc c'est toujours du logement social, mais c'est des grands jardins où les gens n'ont plus le temps, ne savent pas faire, enfin plein de raisons en fait qui font que ces jardins sont soit un peu à l'abandon, soit sont plus des jardins de plaisance, et c'est aussi complètement ok d'avoir des jardins de plaisance, c'est pas du tout... mais bon, il y en a qui ont une envie de ramener aussi du jardin nourricier là-dedans, donc on a un projet qui s'appelle Cœur de Jardin, qui est de travailler avec ces habitants-là, et aussi avec une association d'éducation de rue qui est sur le quartier, donc qui est Sauvegarde 93, avec la régie de quartier aussi. Et on en parlait tout à l'heure, on a la chance à Stains d'avoir un dispositif, et ça peut être aussi pour les collectivités territoriales, où la ville finance, aide financièrement, soit des étudiants, soit des personnes qui veulent avoir un permis de conduire, passer le permis de conduire pour pouvoir après avoir des débouchés professionnels. Et en échange, ces personnes-là font 40 heures de soutien associatif. Et donc ça, c'est super, parce que du coup, nous, ça fait aussi des personnes très différentes, pareil, qui se retrouvent tous ensemble pour aider souvent des femmes seules qui ont ces jardins trop grands, où elles n'ont pas la force aussi de remettre à jour leur jardin. Et donc ça fait des temps collectifs très beaux, d'échanges aussi entre des savoir-faire plutôt des anciens et des anciennes, et des jeunes qui, eux, ont un savoir aussi, force de travail. Donc voilà, c'était juste pour faire cette... voilà. Et la question aussi donc, oui, voilà. Et que, on parlait aussi de la question de l'épuisement, est-ce qu'on s'épuise un peu? En fait, nous, au contraire, ça nous a fait énormément de bien dans le quartier de travailler là-dessus, parce que on est dehors, donc il y a de la visibilité, les gens se voient, on papote, et il manquait à un moment, il y a des temps forts, toujours, avec un moment plus d'élan associatif dans un quartier, et puis des fois un peu moins. Et là, ça remet une dynamique, je trouve, qui est assez chouette. Donc voilà, c'était ce dernier petit point positif. Je suis Didier Chambon, je suis bénévole dans le conseil d'administration du réseau Compost Citoyen Île-de-France. Donc pour expliquer, donc le réseau Compost Citoyen, c'est une association loi 1901 qui compte 1000 adhérents, donc de tous bords, des particuliers, des collectivités, des entreprises. Je ne vais pas vous expliquer quelles sont les synergies avec l'agriculture urbaine, je pense que on aura compris. Donc nous agissons sur plusieurs axes. On a un axe sur l'expérimentation, par exemple faire du broyat avec des cagettes. La communication, par exemple à partir du 28 mars, nous mettons en place une caserne qui s'appelle Tous au compost. Donc là vous tapez Tous au compost et chacun peut, s'il le souhaite, s'il le veut, mettre en place une petite animation autour du compostage, un compost tour, donc aller visiter à vélo ou à pied des sites, un apéro compost, une animation pédagogique pour les enfants. Il y a de quoi faire autour du compostage. Et on gère aussi toutes les formations, donc guide, référent type, guide et maître composteur. Et je voulais aussi vous faire un petit appel, parce que je pense que, comme beaucoup d'entre vous dans les associations, ce qui nous manque, c'est les bras et les cerveaux. Donc nous sommes à la recherche de volontaires pour nous aider au conseil d'administration. Donc si vous avez quelques heures par mois à consacrer, vous allez vous envoyer un petit mail à contact@idf.reseaucompost.org. Voilà, c'était la page de pub. Le sujet d'une proposition que nous faisons dans le plan alimentaire territorial du Grand Paris Seine-Bièvre, en un partenariat AgroParisTech, École du Breuil, et avec ce que tu viens de dire
sur les formations, amener les gens à se former à travers l'agriculture urbaine pour ensuite, pourquoi pas, aller jusqu'à l'agriculture dite tout court, on va dire ça comme ça, avec toutes les étapes de formation, AgroParisTech, du Breuil et d'autres. Et dans ce cadre-là, on peut aussi, avec nos partenaires Terre de Liens et tous les autres, et pas que, mais accompagner tous les sans-papiers, notamment ceux qui sont, et puis les non-sans-papiers aussi, bien sûr, les personnes, les jeunes, les QPV ou les personnes en reconversion, vers justement ces métiers de l'agriculture urbaine et de l'agriculture tout court, parce qu'effectivement c'est un besoin. Et donc ça peut se faire par un système, et je vous propose de le créer, je ne peux pas le faire moi-même, je suis déjà bien pris par tout ce que je vais faire, mais on peut faire à l'image de RESF dans les écoles, un réseau Agriculture sans frontières, qui nous permettrait d'accompagner, parce qu'effectivement, si cet ingénieur agronome ou l'autre ingénieur, il peut monter ça, il va à Copanam, il monte sa boîte, on l'accompagne, il peut reprendre avec Terre de Liens un terrain agricole par exemple. Il y aura des papiers. Non, mais justement, en étant dans la coopérative, il peut obtenir des papiers, puisqu'on lui fait, dans notre réseau coopératif, on peut peut-être créer, il leur faut, c'est des promesses d'embauche et des choses comme ça, mais quand les créateurs de son entreprise, il y a des moyens aussi de se battre avec des réseaux militants, des associations, Utopia 56, si on oublie plein, il y en a plein, les Amis de la Conf, le MODEF, les Soulèvements de la Terre, et tout, etc. On peut faire un réseau, justement, Agriculture sans frontières, qui permettent d'accompagner, d'installer des personnes. De toute façon, c'est un métier en tension, donc il faut faire comprendre au commissaire intérieur, aux préfectures, que ces métiers en tension, les sans-papiers y répondent, et du coup, ça facilite leur intégration et l'obtention de papiers, au moins provisoire au début, et ensuite, etc. Et je pense que dans ce réseau-là, on peut créer ça, parce qu'effectivement, on a parlé tout à l'heure de la mixité des quartiers, des bobos, pas bobos, etc. Dans nos quartiers, on a beaucoup de personnes avec des papiers, ou sans papier, mais avec des papiers qui viennent de loin et qui savent énormément de choses sur l'agriculture, sur la nature en ville, etc., qui pourraient nous apprendre beaucoup aussi. Et je crois que là, on a un chemin à créer ensemble. Bonjour tout le monde, Augustin Billen de la ville de Limay-Préval, dans le Val-de-Marne. Alors pareil, pour la discussion qu'on avait pu avoir sur les jardins ouvriers, on a aussi des jardins ouvriers, on a pris quelques-unes des actions, notamment pour la préservation des terrains agricoles, donc, qui étaient prévus à des lotissements et tout. Et notamment pour, vous aviez parlé à Romainville, si j'ai la tort, de ferme pédagogique. Alors pareil sur cette idée de manque de bras. C'est une micro-ferme aussi. On a eu un peu cette même idée pour lutter contre les îlots de chaleur urbains et aussi pour en fait synerger un peu avec les écoles, de créer une ferme pédagogique. Donc on a pu préserver plusieurs jardins de plusieurs parcelles et tout. Et on est en train de l'aménager en ce moment pour une ferme pédagogique. Après, la problématique auquel on se retrouve, c'est notamment pour trouver un gestionnaire. Donc, vous en avez un peu tous parlé, c'est assez compliqué de trouver soit des associations, des entreprises pour reprendre. Voilà, c'était pour en parler, rencontrer, pour que ce soit sur les villes, comment est-ce que vous avez trouvé des partenaires, s'il y a des personnes qui seraient intéressées. Voilà. Bonjour, du coup, Louis Lebris, je travaille à la Fédération nationale des jardins familiaux et collectifs, donc ça va faire le lien, donc c'est jardins familiaux, c'est ce qu'étaient les jardins ouvriers précédemment. Il y a beaucoup de. Donc ça remonte encore un petit peu plus dans le temps sans vouloir faire le prouveur avant les cités jardins. Donc c'est une des premières formes d'agriculture urbaine en France qui vient de la fin du 19e à peu près. Et du coup, la FNJFC à laquelle je travaille, du coup, a 13 000 jardins à peu près en France et 3 000 en région parisienne. Et du coup, beaucoup de choses. C'est une forme un petit peu différente d'agriculture urbaine, puisque du coup, contrairement aux jardins partagés, aux questions d'insertion, ferme pédagogique, c'est des trucs qui sont, des jardins qui sont très, très localisés et du coup moins ouverts de manière générale sur l'extérieur, et du coup ça pose d'autres problématiques sur l'utilité effectivement, où le foncier et l'espace est très contraint, particulièrement en région parisienne, et donc faire, ça avait été évoqué comme à Romainville, 6 parcelles, 200 m², ça profiterait à 6 familles, ce n'est pas autant que partir sur des jardins partagés. Donc nous, c'est une vraie réflexion stratégique qu'on a sur l'ouverture de ces espaces-là. Mais du coup, je suis disponible s'il y a des questions sur le sujet des jardins familiaux plus tard. Mais je voulais surtout souligner ce qui avait été évoqué précédemment. Donc il y a des difficultés économiques pour les associations, ce qui a poussé certains à s'engager dans les campagnes municipales à juste titre. Et il y a aussi, du coup, je pense que ça a été évoqué aussi, mais des problèmes pour les collectivités,
Et du coup, en lisant le manuel, c'est vrai qu'on ne peut que appuyer les demandes de conventionnement durable, parce que je pense que c'est vraiment une politique à bas coût qui permet à des associations en fait de s'engager sereinement, des investissements sur un territoire, ce qui n'est évidemment pas possible sur des conventions annuelles ou même triannuelles. En fait, c'est trop peu pour des petites associations qui ont peu de moyens pour s'investir durablement dans ces choses-là. Du coup, si vous aviez évoqué ça tout à l'heure pour Juliette Brevan, mais s'il y a des exemples de politiques locales qui ont été menées pour sanctuariser le foncier pour ces associations, je serais intéressé d'en entendre un peu davantage sur le sujet. La spécificité des chantiers d'insertion, c'est que du coup les personnes qui travaillent avec nous, elles sont salariées et elles peuvent l'être pendant 2 ans, voire un peu plus grâce à l'État qui veut conventionner la structure. Donc là, nous, le chantier où je travaille, on est un chantier dit remobilisant. On a vraiment des personnes qui sont extrêmement éloignées de l'emploi, mais aussi de la vie, la société de façon générale, et on voit au quotidien vraiment les bienfaits, outre juste reprendre un travail, d'avoir une activité, mais de travailler avec le vivant, faire pousser des légumes qu'ensuite on va consommer, on va manger, qui ont été cuisinés, voir des écoles qui vont venir, des enfants, etc. Donc ça c'est extraordinaire. Le petit point que j'avais aujourd'hui, et notamment parce qu'il y a des collectivités dans la salle, c'est que nous, les personnes qu'on accompagne, à l'issue de ces 2 ans où elles vont être salariées chez nous, l'objectif va être de les faire rentrer dans des structures avec des emplois pérennes, avec des CDI. Et là, on atteint un peu un mur, puisqu'on a des personnes qu'on a formées qui sont aptes à travailler sur des activités de compostage, un peu d'animation, sur du maraîchage urbain, sur de la champignonnière, sur le micro, vraiment sur plein d'activités, mais les emplois en ville n'existent pas, ou alors très peu pour ces personnes-là, et alors que, en tant que structure de l'agriculture urbaine, en tant qu'association, qui est bien ancrée dans un territoire, on nous demande énormément de coups de main, de services qui ne vont pas être monétarisés, et notamment par la ville, ou par les écoles, ou par les structures à côté. Typiquement, je pense vraiment au compost, parce que c'est une activité qu'on a et sur laquelle les personnes qui sont salariées apprécient énormément cette activité-là et souhaitent aujourd'hui travailler dans le compost. Et en parallèle, dans les jardins partagés, dans les écoles, on nous demande si on peut venir remuer de temps en temps un composteur, si on peut venir en monter un, si on peut venir faire de la sensibilisation. Et à chaque fois, on se dit, mais c'est super dommage, parce que là, les personnes que nous on forme pourraient totalement venir sur ces créneaux-là, avoir un emploi pérenne dans lequel ils se sentent à l'aise, qui vraiment les intégrerait dans le territoire dans lequel ils sont. Pourtant, c'est notamment financier, hein, mais je pense que l'agriculture urbaine, et notamment au niveau des villes, doivent repenser aussi cette pérennité des emplois qui sont créés derrière, et pour tout le monde, c'est-à-dire pas que les emplois ultra qualifiés, pas payés, ultra qualifiés. Aujourd'hui, les fermes de Galie sont notamment les activités agricoles considérées parfois comme l'activité agricole périurbaine, mais à l'origine plutôt rurale, qui s'est fait rapprocher par la ville. On est aussi jardinier, donc je rejoins aussi les collègues sur le sujet de l'importance de la gestion écologique et différenciée, parce qu'on parle de paysages comestibles, mais je pense qu'aussi vraiment les collectivités aussi ont un rôle à jouer dans la gestion de leurs propres espaces, mais également dans des demandes à faire sur la gestion d'espaces privés pour intégrer aussi plus d'écologie, plus de paysages comestibles dans les espaces privés, notamment des entreprises. Et on est également concepteur paysagiste, et donc je suis dans cette partie-là, et sur l'activité agriculture urbaine. Et donc je reviens sur les idées de ferme pédagogique, et je trouve qu'il y a une vraie dynamique, et c'est très important que ce soit intégré dans les projets des futurs mandats. Je me dirais juste la petite vraiment question que je me pose, c'est attention à ne pas forcément vouloir développer des fermes. Alors je parle surtout de la partie ferme pédagogique dans toutes les villes, puisque moi aussi en tant que conseil, je me dois de regarder ce qu'il y a autour dans chaque ville, collectivité que j'accompagne.
Et je vois aussi cette concurrence augmenter. Donc on parle de concurrence pour les financements, les subventions, les concurrences aussi pour trouver des acteurs. Et on sait qu'aujourd'hui, parfois, dans des territoires où on veut que chaque ville une ville veut avoir sa ferme pédagogique, quand on voit qu'il y en a une dizaine autour, qui parfois en plus ont des entrées privées parce que ce sont des fermes qui sont portées par des collectivités, on se dit attention à ne pas forcément développer beaucoup de projets qui peuvent se faire concurrence à terme. C'est pas notre objectif, je pense, de se faire concurrence les uns les autres. Et donc, il y a plein de typologies d'activités qui existent et c'est quelque chose à prendre en compte. Là, je parle surtout aux collectivités qui sont ici. Avoir son projet de ferme, de ferme pédagogique, c'est important. Attention à mutualiser aussi sur tous les aspects à ce qu'il y a à côté pour ne pas trouver d'acteurs ou finalement devoir fermer le site parce que il y a une rentabilité ou en tout cas un fonctionnement qui n'est pas possible sur le long terme. Je veux juste rebondir sur la remarque concernant les recrutements et les chantiers d'insertion. C'est compliqué de recruter en mairie, je l'ai constaté, parce que ce sont des métiers effectivement parfois sous tension comme on dit. Donc au parquet Jardin Arcueil, on a recruté 3 jardiniers issus d'un chantier d'insertion. Donc je pense que sur la restauration, ça va être pareil. Il y a vraiment des liens à nouer. Alors c'est pas forcément dans la culture urbaine, mais dans l'entretien, la nature en ville au sens large du terme, je pense qu'il faut qu'on se batte aussi pour qu'au niveau des EPT ou des agglomérations, il y ait des postes sur le compostage. Parce que c'est des institutions qui sont souvent loin des... un EPT là, donc je ne voudrais pas qu'ils le prennent mal, mais loin des communes. On a tendance localement à porter ces sujets. Au niveau plus global, donc on gère un peu les grands équilibres, les prestations, etc. Il faut mettre des moyens aussi sur le compostage et je pense que c'est un combat à mener. Moi, c'est Arthur Berger, j'étais en service civique avec les invasifs, Émilie et Manon qui vont arriver juste là, de mars à novembre de l'année dernière. Je suis un peu dans le milieu de l'agriculture urbaine depuis mes 10 ans à peu près. Quand j'étais en école primaire, il y avait une association élémentaire Mon Cher Jardin qui existe encore, qui faisait des ateliers de sensibilisation dans les écoles du 15e. Et c'est comme ça que j'ai fait connaissance de l'association et que 1 ou 2 ans après, je me rendais tous les week-ends au jardin partagé qu'ils avaient dans la cité de Perrichot. J'ai fait ça tous les week-ends jusqu'à mon lycée à peu près. Après j'ai dû arrêter pour le bac, pour les études, etc. J'ai quand même trouvé le temps de faire un autre stage dans une entreprise Peace and Love qui avait des jardins sur le toit de Beaubonnel, pareil dans le 15e. Et donc je suis atterri chez les invasifs après la fin de mes études, donc l'année dernière. C'est superbe, j'ai adoré faire chaque élément de ce parcours. Après, le souci que j'aimerais soulever aujourd'hui, c'est surtout un souci, comme Madame en a parlé tout à l'heure, de pérennisation des espaces et de visibilité. On a croisé beaucoup de gens bénévoles ou même étudiants qui sont sur le campus qui n'avaient aucune idée que cet espace existait. Je me rappelle d'une bénévole en particulier, j'ai oublié son nom, mais qui habitait à 2 minutes de notre espace pendant 10 ans et qui n'en avait jamais entendu parler. Pareil, j'ai eu des cas comme ça avec l'élémentaire Mon Cher Jardin, etc. Et donc je pense vraiment que le public est là, mais qu'il y a énormément de gens qui n'ont juste aucune idée qu'il y a déjà un espace comme ça à 15 minutes de chez eux. Là, rien que dans le 15e, on a les invasifs évidemment ici, on a un jardin qui appartient à Beniverdi sur les toits de Dénétis. Je crois que les espaces que Peace and Love avait existent encore à Beaubonnel. L'espace que élémentaire Mon Cher Jardin avait existe encore au Perrichot. Donc il y a déjà énormément d'espaces, mais juste la plupart des gens ne savent pas qu'ils existent déjà. Et effectivement, il y a un souci de pérennisation. L'espace qui était au jardin de Perrichot, élémentaire Mon Cher Jardin ne l'a plus depuis 7-8 ans, je pense. L'entreprise Peace and Love, il me semble, n'existe plus. Je ne sais plus pour quelle raison, j'ai jamais lu le fond de l'histoire. Mais effectivement, je pense que en augmentant la visibilité de ces espaces, on pourrait leur permettre de survivre un peu plus longtemps. Et donc je vous rejoins sur ce que vous avez dit tout à l'heure, je pense que c'est la clé de pouvoir faire perdurer tout ce qu'on cherche à faire. Oui, on pousse pour l'installation de nouveaux lieux d'agriculture urbaine, mais la pérennisation de ceux qui existent déjà est aussi un point crucial.
même peut-être plus important encore. On va s'arrêter là après avoir nourri notre esprit, on va aller nourrir notre corps. Je voulais juste voilà, refaire un petit point sur les 10 propositions du manifeste, et on les a quasiment toutes évoquées. Donc nommer un ou une élue en charge de l'agriculture urbaine et l'alimentation durable, on en a rencontré aujourd'hui. Qui soit formé, ouais. On en a plein qui nous connaissent, mais rien de faire. Voilà, alors venez sur les fermes et les jardins, venez voir les acteurs de terrain et voir la réalité effectivement pour se former. Les financements, on en a parlé. Donner la possibilité à chaque habitant, habitante d'avoir accès à un espace nourricier à moins de 15 minutes à pied de son domicile. On a parlé de la ville du quart d'heure, donc voilà, un jardin ou une ferme à moins de 15 minutes à pied. Inclure les plantes vivaces et comestibles dans les plantations municipales, utiliser les biodéchets de la ville pour recréer des sols vivants, on en a parlé. Sur le côté pédagogique, faire en sorte que chaque école ait accès à un potager et puisse en faire un outil pédagogique, et permettre à chaque élève de maternelle, de primaire de visiter une ferme au moins une fois dans l'année, on en a parlé largement. Sur les vocations agricoles, donc l'agriculture urbaine est vraiment un tremplin pour se former, pour découvrir ces métiers et aller peut-être ensuite reprendre des fermes en milieu rural qui vont avoir une vocation plus productive que les fermes urbaines qui sont malgré tout productives mais quand même beaucoup plus sociales. Et donc pour soutenir ces futurs professionnels agricoles, la création d'espaces tests agricoles, on n'a pas trop évoqué ça, mais il en existe. Sur l'Île-de-France, il y en a un à la ferme de Paris par exemple, le plus proche de nous. Donc ça, c'est des super espaces pour tester le métier, et si vraiment on voit que c'est pas compatible avec son rythme de vie, de famille ou vraiment le métier en lui-même, on peut arrêter sans casse, sans conséquences dramatiques. Installer des fermes municipales pour approvisionner la restauration collective ou des associations en produits locaux, on a vu la ferme de Romainville qui en est un exemple. Proposer des contrats sécurisants, mettre en place des ZAP, zones agricoles protégées, ou des PEAN, périmètre, environnement, agriculture et nature, pour protéger les terres agricoles et définir des zonages adaptés aux différentes formes d'agriculture urbaine de façon à intégrer un maillage nourricier dans les documents d'urbanisme, donc la pérennisation, la sanctuarisation de ces espaces. Donc ces 10 propositions, vous les retrouvez dans ce manifeste, il est téléchargeable sur le site de la FOP. Faites-le passer à vos élus, faites-leur signer, ils peuvent signer en ligne sur le site de la FOP. C'est hyper important, et on voudrait que d'ici la fin du mandat qui arrive, chaque habitant ait accès à moins de 15 minutes à pied de chez lui à une ferme, et puisse ne serait-ce qu'en connaître l'existence des fermes qui existent à proximité de chez lui. Je vous remercie infiniment pour tous vos témoignages hyper riches qui ont vraiment incarné les visions de la table ronde précédente. Merci à nos 3 interlocuteurs qui ont proposé des super projets. Bonne chance pour cette campagne. Et puis on vous offre donc au soleil, j'espère, parce que là on voit pas s'il y a du soleil, mais il y en a, c'est sûr, une petite collation, un petit buffet au-dessus. Un grand merci à tous, et n'hésitez pas à échanger les uns avec les autres. Merci.